je vais vous résumer ce livre, Cessez d'être gentil, soyez vrai, dans sa version illustrée. Une édition de 2013 de 150 pages dont nous allons voir la table des matières. Une introduction, y compris sur le chapitre 1 pour expliquer d'où vient l'auteur et nous permettant d'introduire certains principes. Nous allons voir quels sont ces pièges et comment essayer d'en sortir. Quelques notions aussi de communication bienveillante. Et enfin, conclusion et mes conclusions personnelles à la fin. Et au tout début, cette interrogation, pour voir si vous vous reconnaissez dans certaines de ces affirmations, à vous de voir si vous arrive de vous dire quelque chose parmi ces propositions que l'on trouve tout en introduction du livre. Il y a plein d'illustrations en exemple dans cette première partie, moi j'en ai retenu deux. Celle-ci qui exprime le fait que souvent on doit atteindre l'énergie de la colère pour pouvoir arriver à dire ce qui bouillonne en nous. Et celle-ci qui je trouve est tout à fait représentative de notre temps. Avec l'informatique, nous communiquons de plus en plus vite et de plus en plus mal. Dans le chapitre 1, on va à la fois essayer de comprendre l'auteur, ce qu'il a traversé et en tirer des enseignements. En tout cas, tout d'abord, ce qu'il convient de préciser, c'est la gentillesse dont il est question dans ce livre. Ce n'est pas la vraie bonté, la générosité du cœur, c'est la gentillesse de façade, celle qui nous fait dire quelque chose quand on en pense une autre. Avec par exemple ce petit dessin, dans cette situation que l'on a tous probablement vécu une fois, ils reviendront avec plaisir ou pas. En fait, la plupart de nous cherchons à vivre une relation vraie, profonde, féconde et fluide avec moi-même, avec l'autre et avec la vie. Vous appellerez cette partie comme vous voudrez. À la suite, on découvre les différentes étapes vécues par l'auteur. Il s'est engagé dans cette association pour les jeunes de la rue. Mais voilà, ses premières expériences, faute de discernement, lui ont bien fait comprendre le mécanisme de la cocotte minute. Alors c'est quoi cette mécanique? Eh bien au final, premièrement, je rentre mes frustrations et mes désaccords sans essayer de les comprendre. Je dis oui quand je pense non, je n'écoute ni n'exprime mes colères ou mes tristesses, j'ai peur du regard de l'autre, de la critique, du rejet, etc. Et hélas, je tiens bien serré les couvercles des conditionnements familiaux, scolaires, religieux, sociaux, qui m'encouragent à être gentil, raisonnable, en acceptant de me manquer de respect, de négliger l'être humain que je suis. Et puis je laisse mijoter tout ça sur le feu du temps qui passe et qui chauffe. Et tôt ou tard, ça pète, souvent à la suite d'un élément déclencheur mineur. La cocotte explose dans l'agression ou implose dans la dépression. Avec en illustration ce petit dessin qui nous dit bien que si je réprime ce qu'il serait juste que j'exprime, tôt ou tard je risque de déprimer ou d'exploser. En quatrième étape, l'auteur est allé vers une thérapie. En fait, il était pris dans ses enfermements, dans ses habitudes de fonctionnement et dans ses automatismes de pensée. Dans enfermement, il y a enfer, et il dit l'enfer, c'est notre système de pensée fixe. Avec cette illustration pour souligner que dans la nature, il n'y a rien de fixe. Tout est en mouvement. Et l'idée fixe, c'est bien une invention de l'homme. Et après, l'homme s'étonne d'être à contre-courant du vivant. Et en dernière étape, l'auteur est devenu thérapeute. Chapitre 2. Voulez-vous sortir des pièges? Pour sortir d'un piège, on doit prendre en compte deux principes. Déjà, avoir la compréhension qu'on est pris dedans. Ça, c'est le premier principe. Mais attention, faire ce constat n'est pas nécessairement confortable. Nous rechignons souvent à admettre que notre fonctionnement n'est pas le meilleur. Et deuxième principe, on ne peut pas sortir d'un piège sans comprendre comment il s'est enclenché. Ce qui peut demander un peu de courage et d'humilité. Deux ressources intérieures plutôt négligées aujourd'hui, hélas. Voici un exemple de piège parmi bien d'autres illustrés dans ce livre. Situation on ne peut plus classique avec la maman qui demande à son enfant, sous une formulation qui va toujours tourner autour de « tu serais gentil de », et ça c'est ce qu'on entend avec nos oreilles, mais ce que nous avons capté et encodé dans notre cœur est plutôt « je t'aime si ». Et là effectivement arrive la peur de ne pas être aimé. Alors après on aborde les pièges. Le premier c'est le piège de faire plutôt que d'être. On risque de se retrouver piégé dans la course à tout bien faire, en faire de plus en plus et finalement trop. Nous avons besoin de temps avec nous-mêmes pour vérifier autre chose. Ce que je vis correspond-il toujours à mes priorités?
Suis-je aligné sur mon élan de vie ou en train de me suradapter pour être gentil? Est-ce que j'accepte, même si ce n'est pas confortable, de me remettre un moment en question? L'autre risque, c'est de se couper du lien avec l'autre. Au fond, nous ne savons pas que nous ne savons pas écouter. Et on risque aussi de se couper du lien avec la vie. Deuxième piège, je n'ai pas mis l'estime de moi en moi, mais dans le regard des autres. En développant notre estime de soi, nous développons l'assertivité qui permet, avec force et bienveillance, d'écouter l'autre développer sa position, même si l'on n'est pas d'accord avec lui. Cela ne signifie pas nécessairement qu'on approuve ou qu'on soit d'accord, cela veut juste dire j'accepte de tenter de comprendre ton point de vue au même titre que j'aimerais que tu tentes de comprendre le mien. On reprécise ici le terme d'assertivité, avoir suffisamment de confiance en soi et d'estime de soi pour prendre sa place dans la relation, sans agression ni démission. Troisième piège, j'ai peur de la différence. Mais alors d'où vient cette méfiance? Voici une explication possible. Nous avons appris à faire de même, à reproduire de même, à être d'accord avec les parents, l'école, les habitudes, de la tradition, etc. Rappelez-vous votre propre différence. Comment a-t-elle été accueillie quand vous étiez enfant? On vous a sans doute dit, sinon laissé comprendre, histoire de rentrer dans le moule, qu'on était un peu trop comme ci, un peu trop comme ça. Et on se rappellera bien que dire je ne suis pas d'accord est très différent de dire tu as tort et j'ai raison. Et bien se rappeler désaccord n'est pas désamour. Quatrième piège, je ne sais pas dire non. J'ai besoin d'apprendre à dire non à temps dans la bonne mesure et à la bonne personne. Avec deux clés de discernement, on peut utiliser et en même temps, qui n'a pas la même signification que mais, le mais évacuant la première proposition. Et on peut aussi utiliser pour le moment, qui traduit qu'il ne s'agit ni de toujours ni de jamais. Ces expressions indiquent bien que la vie est un flux et que d'autres occasions se présenteront, que d'autres choix seront possibles éventuellement. Le pire des mots qui nous guettent aujourd'hui, c'est la docilité, l'incapacité à résister au non, ou selon les cas, à dire non, au confort à court terme, celui qui nous assoupit, ou à la consommation et au matérialisme qui étourdissent les esprits, à la sécurité qui peut inhiber tout élan de vie, et au prêt-à-penser qui étouffe le discernement. Et dernier piège, je peux avoir du mal à faire bon usage de mes sentiments. Nous avons tout intérêt, tant personnellement que collectivement, à bien connaître nos émotions, et pour deux raisons au moins. Premièrement, les émotions dont nous ne nous occupons pas s'occupent de nous. Et deuxièmement, je ne peux pas comprendre les sentiments des autres si je ne comprends rien aux miens. À savoir que nous ne sortirons pas d'un seul coup de nos pièges. En revanche, en nous observant régulièrement, nous pourrons constater des automatismes, des constantes, des scénarios à répétition. Et c'est de cette observation fine et bienveillante de soi que pourra naître le pouvoir de transformation. Chapitre 3 maintenant, quelques notions de communication non violente. Et oui, c'est un paradoxe, la violence la plus répandue est subtile, quotidienne et souvent déguisée. Avec des pics, des critiques, des reproches ou des flatteries, un ton plaintif ou agressif, des formules gentilles manipulatoires, des gestes d'impatience ou de rejet, etc. Tous ces comportements sont des tentatives pour faire pression sur l'autre, pour le contraindre à faire ce que nous aimerions qu'il fasse, même s'il ne le veut pas. Malgré nos bonnes intentions, notre système de pensée et nos habitudes de langage sont truffés de mécanismes qui génèrent de la violence invisible, camouflée et insidieuse. Voilà le petit dessin pour illustrer cette violence déguisée. Donc en intégrant la CNV, nous tâchons d'éliminer ce qui engendre la violence subtile et nous nous familiarisons avec les dynamiques suivantes de la relation. À la fois l'assertivité, comment nous positionner avec clarté et vigueur sans agression, et aussi l'empathie, à savoir que nous pouvons être violents quand nous sommes coupés de nous-mêmes, divisés, éparpillés, submergés. D'où cette illustration, le petit bonhomme de la CMV, qui montre comment on peut être coupé entre ce que je pense, ce que je vois. Là, on est sur les valeurs développées classiques avec l'intelligence intellectuelle très logique. Ce que je ressens à travers mes sentiments, on est sur l'intelligence émotionnelle, qui peut aussi être coupé de ce que j'aimerais. Et là, on va rejoindre nos besoins, nos valeurs, notre élan de vie. Coupé aussi de comment y arriver, soit manipulation, à travers ce que l'on vient de dire,
soit une démarche plus concrète avec une demande claire ramenée à soi. Alors quel est le processus de la CNV? Il est recommandé pour commencer 3 minutes, 3 fois par jour de vraie présence à soi. C'est pas grand chose dit comme ça. Ça fait 9 minutes en tout, mais c'est tellement vrai et tellement utile sur plein d'aspects. Juste au passage, éviter ce petit temps de pause ou ce petit intermède entre deux actions qui nous fait sauter sur le smartphone pour voir les dernières nouvelles. Et on insiste bien qu'il s'agit d'un processus, c'est pas juste une astuce. Alors voilà les 4 phases de la CNV. La première, observer sans juger. Beaucoup de tensions, de difficultés et de violences se déclenchent parce que nous ne regardons pas la réalité telle qu'elle est, mais telle que nous croyons qu'elle soit. Rappelons-nous, il y a les faits et l'effet que cela me fait. Ce n'est pas la même chose. Deuxième phase, ressentir sans interpréter. Beaucoup de nos difficultés viennent du fait que nous sommes à l'aise pour dire les 4 vérités à l'autre ou de la situation, mais moins à l'aise pour exprimer la vérité de notre ressenti. Et j'aime bien cette image de clignotant qui dit que nos sentiments sont en fait un indicateur, des voyants sur notre tableau de bord, qui sont des indications qu'on peut prendre en compte ou pas. Troisième phase, distinguer nos besoins fondamentaux de nos idées, envies et désirs. Et en apprenant à reconnaître nos vrais besoins, nous gagnons en liberté et en responsabilité. Et enfin, quatrième phase, demander ou agir. Bien des souffrances naissent de notre espoir que les autres, ou quelque chose d'extérieur, combleront nos besoins insatisfaits, sans entreprendre nous-mêmes aucune démarche concrète. Et par la mise en place d'une stratégie, demande ou action, nous pouvons sortir du piège de la résignation ou de l'attentisme. Quand nous nous prenons nous-mêmes en charge, quitte à demander de l'aide dont nous avons besoin, on rappelle ici qu'être autonome, c'est aussi savoir demander de l'aide, eh bien nous pouvons gagner en autonomie et en bien-être. Ici on nous raconte l'histoire de Jeanne et sa fille avec plusieurs enseignements, dont un que je retiens particulièrement: si l'on fait ce que l'on a toujours fait, on obtient ce que l'on a toujours obtenu. Puis nous arrivons aux annexes. On rappelle que les sentiments sont des outils de pilotage très utiles et comme on manque potentiellement de vocabulaire pour bien mettre le bon mot sur ce que l'on ressent, on va avoir des listes qui vont pouvoir nous y aider. Avec par exemple un extrait de la liste des besoins, utile pour plein de démarches, que ce soit pour des démarches psychologiques comme on parle un peu ici, mais aussi pour une santé globale, où il paraît très utile de comprendre son propre fonctionnement. Deuxième liste, les sentiments que nous éprouvons lorsque nos besoins sont satisfaits ou lorsqu'ils ne sont pas satisfaits. Et enfin, la liste des sentiments comprenant des interprétations et des jugements. Et là, inutile de dire qu'on en use et que l'on en abuse tous les jours. La conclusion de l'auteur, c'est le temps, l'intention profonde et la présence. Il nous dit que nous aurons du mal à pacifier notre rapport avec qui que ce soit sans avoir d'abord pris soin de pacifier notre rapport au temps. Nous éviterons bien des difficultés en gardant le cap sur l'objectif, qui se résume en la relation d'abord, l'être, et le résultat ensuite, le faire. Que de problèmes quotidiens s'enclenchent parce que nous perdons conscience et oublions ce que nous cherchons, notre intention profonde, notre but ultime. Et une confidence bien utile, nous ne sommes pas seuls. J'en arrive à mes conclusions personnelles, ce sujet est passionnant et très important, car nous pouvons tous améliorer notre communication pour aller vers des relations apaisées et surtout pour notre propre santé. On sait à quel point les émotions refoulées peuvent avoir un impact négatif sur notre santé. Et on sait bien qu'en ce moment, le prêt à penser est légion. Ils nous mettent tellement de sujets en tête qu'il est plus confortable et moins fatigant d'annoncer la position du plus grand nombre. Et là, on est invité un peu à questionner quand même, à poser des pourquoi. Et dans cette version du livre, l'auteur a accompagné le texte de plein de dessins qui aident à passer le message et rend la lecture très ludique. Un bel outil pour progresser sur un des sujets essentiels pour notre santé intégrale. Voilà, vous pouvez rejoindre cette chaîne si vous voulez la supporter ou accéder à des versions longues de mes vidéos. Voilà pour le résumé de ce livre.